Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'agent double réduit en esclavage qui a sauvé la Révolution américaine, un homme à l'histoire choquante et fascinante dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Maintenant plongeons dans l'histoire. C'était un bel après-midi d'octobre en 1781. Une brise fraîche d'automne soufflait sur Yorktown, en Virginie, tandis qu'une file de soldats britanniques avançait sur le terrain plat au nord de la ville. En face d'eux se tenait une ligne de soldats américains, un spectacle familier pour beaucoup de ceux qui étaient en guerre sur ce continent depuis 6 ans. Les hommes en uniforme n'étaient pourtant pas venus se battre. Ils étaient là pour la cérémonie et la diplomatie militaire. Ils étaient là pour marquer une reddition qui marquerait le début de la fin de la guerre d'indépendance. À leur droite se tenait un rassemblement de Français, des officiers sous la bannière blanche et or de la famille Bourbon, ainsi que le marquis de Lafayette, le général français dont le génie avait porté ses fruits pour la jeune armée continentale. À leur gauche se tenaient les forces victorieuses de cette armée continentale, dirigée par l'intrépide Benjamin Lincoln, dont le cousin Abraham remporterait un jour sa propre victoire américaine lors de la guerre de sécession. Les soldats réguliers britanniques, sans doute embarrassés par la situation, furent encore plus humiliés par une absence remarquée dans leur propre rang. Le général britannique Charles Cornwallis, prétextant une maladie, bien que beaucoup soupçonnaient une motivation bien plus lâche, avait refusé de venir à Yorktown pour remettre son épée et accepter la défaite du roi George sur le champ de bataille. Ni Cornwallis ni George Washington ne prirent part activement à la reddition qui allait ouvrir la voie à une fin pacifique de la guerre. Debout du côté américain, cependant, en compagnie des hauts gradés de la guerre d'indépendance comme Lafayette et Washington, se trouvait un visage que beaucoup de soldats réguliers britanniques présents auraient en trouvé étonnamment familier. Ce n'était pas le visage pâle typique d'un soldat continental, appelé à quitter sa vie à la ferme ou dans les métiers pour prendre les armes au nom de la liberté. C'était le visage d'un homme noir, James Armistead, serviteur et agent double de l'armée continentale. Alors que certains dans la nouvelle nation n'étaient même pas d'accord sur la question de sa condition d'homme, James avait joué un rôle essentiel dans la reddition de l'Empire et dans la Révolution américaine dans son ensemble. La surprise des soldats réguliers britanniques ce jour-là n'était rien comparé au choc que le général Cornwallis aurait ressenti lorsqu'il visita Yorktown quelque temps plus tard. Depuis plusieurs années, il croyait que James était son serviteur de confiance, chargé d'infiltrer l'armée continentale et de transmettre des informations au quartier général britannique. Bien au contraire, James espionnait pour l'armée continentale depuis des années, jouant à la perfection son rôle de l'un des espions les plus efficaces et dangereux de l'Amérique. Toutes les informations reçues par Cornwallis de James au fil des années étaient des mensonges. En fait, presque rien de ce que l'armée britannique croyait à propos de James n'était vrai. Son histoire n'était pas une question de loyauté envers l'Empire, mais d'années passées sous couverture au service des révolutionnaires américains, rapportant des dividendes essentiels aux rebelles méprisés par Cornwallis. À une époque où le destin des nations était bouleversé par de grandes manœuvres, des combats pour la gloire ou la mort et les personnalités conflictuelles des rois et généraux. La tentative ratée du puissant Empire britannique de réprimer une rébellion en Amérique du Nord avait été en partie déjouée par un homme qu'il considérait comme invisible. Peu d'Américains connaissent aujourd'hui James Armistead Lafayette, et encore moins en savent sur lui. En regardant son parcours, personne n'aurait pu anticiper la grandeur du voyage héroïque que sa vie allait devenir. En réalité, cependant, l'histoire de James est essentielle. Non seulement en raison de son statut parmi les nombreux héros oubliés de la Révolution américaine, mais aussi à cause des nombreux rebondissements de sa vie, qui vont à l'encontre de notre sensibilité moderne concernant les relations raciales et l'interaction entre oppresseurs et opprimés. James était un homme né dans l'esclavage qui a travaillé pour la nation même qui l'opprimait, utilisant sa race pour assurer la chute d'un empire qui, bien qu'hostile, lui aurait offert la liberté en échange de son obéissance. Et pourtant, un homme qui, à la fin de sa vie, possédait aussi des esclaves. Nous devons résister à la tentation de regarder l'histoire de James à travers nos nombreuses perspectives du XXIe siècle, et plutôt revenir au XVIIIe siècle, et examiner sa vie telle qu'elle était réellement, pour le comprendre comme un véritable être humain, au lieu de simplement le réduire aux questions et controverses que son histoire soulève. À une époque où les questions raciales en politique sont souvent associées au scepticisme envers l'expérience américaine,
Nous pouvons trouver dans l'histoire de James un exemple frappant de quelqu'un qui, en raison de la majeure partie de son vécu, aurait dû avoir peu de choses positives à dire sur l'Amérique, et qui néanmoins allait devenir l'un de ses défenseurs les plus intrépides. Même un lecteur avisé ne prêterait guère attention à un jeune esclave grandissant dans la plantation de son maître, dans le comté de New Kent, au sud-est de la Virginie, situé entre Williamsburg et Richmond. Né au milieu des années 1700, les estimations de sa naissance varient entre 1748 et 1760, la filiation de James était inconnue. Et son avenir serait probablement resté tout aussi inconnu si ce n'était grâce à l'homme curieux qu'il allait servir pendant une grande partie de sa vie, William Armistead. Armistead possédait plusieurs dizaines d'esclaves, dont beaucoup, y compris James, lui venaient coin de son père, le colonel John Armistead. William était un patriote déclaré qui gagnait une partie de sa vie en vendant du bétail et des provisions à une clientèle qui comprenait l'armée continentale. Il avait également grandi avec James, étant né en 1751, et tous deux avaient reçu à peu près la même éducation, apprenant probablement côte à côte dans la maison du colonel, comme c'était la pratique à l'époque. Alors que l'éducation des esclaves était interdite dans des États comme les Carolines, elle était légale en Virginie. James a appris à lire et écrire le français et l'anglais. Bien que son éducation ait pu être un calcul capitaliste, principalement destiné à accroître la valeur de James pour l'industrie de son maître, c'était une éducation qui allait lui servir d'une manière que ni lui, ni son nouveau maître William n'auraient pu prévoir à l'époque. L'Empire britannique, bien qu'il ne corresponde peut-être pas aux normes modernes de tolérance concernant l'état des relations raciales, n'ignorait pas la lutte des Américains avec l'institution de l'esclavage et la façon dont leurs combats s'entremêlaient avec la quête d'indépendance de ce jeune pays. Qu'il s'agisse d'un stratagème habile pour retourner les esclaves américains contre leurs maîtres ou d'une simple tentative d'augmenter les effectifs, le gouverneur royal de Virginie, Lord Dunmore, publia en 1775 une proclamation selon laquelle tout esclave prêt à rejoindre l'armée britannique se verrait accorder sa liberté, en échange de cette loyauté. En tant qu'esclave ayant non seulement un maître patriote mais aussi une jeune famille, James aurait compromis son avenir en rejoignant l'armée britannique, sans parler de la femme et des enfants qu'il aurait effectivement abandonnés. Pourtant, la montée rapide de la ferveur américaine pour l'indépendance montrait rapidement, tant au jeune esclave qu'à son jeune maître, que la vie de James n'allait probablement pas se limiter au simple rôle de serviteur. La guerre dans les colonies a forgé de nombreuses alliances improbables entre les patriotes américains et ceux à travers le monde qui éprouvèrent de la sympathie pour la cause de la Révolution et partageaient la haine des oppresseurs britanniques des colons. Le marquis de Lafayette était l'un de ses alliés. C'était un noble français et commandant militaire qui s'est porté volontaire pour rejoindre le camp américain sous George Washington. Bien que l'admiration de Lafayette pour Washington fût célèbre, il nourrissait une autre source de loyauté qui le rapprochait des patriotes. Il abhorrait l'institution de l'esclavage, un engagement qu'il défendait par sa croyance dans la loi naturelle et les droits de la personne humaine, et qui le mènera plus tard à jouer un rôle clé dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. Les convictions du marquis l'ont également conduit à un partenariat inattendu avec James Armistead lorsqu'il a rejoint l'armée continentale sous le commandement du marquis. Ce partenariat s'est rapidement transformé en une véritable amitié, et l'admiration du marquis pour l'intelligence et l'ingéniosité de James s'est muée en un désir de voir le jeune esclave devenir un homme libre. Mais la route vers la liberté était longue, et elle passait par une guerre dont la victoire était loin d'être assurée. Le marquis a réalisé que le talent et l'esprit vif de James étaient en sous-exploités en tant que simple soldat. Alors il lui a proposé autre chose, le grand espionnage. Il proposa que James profite du désir de l'Empire de recruter des esclaves comme chair à canon, qu'il s'éclipse des lignes de front américaines et infiltre l'armée britannique, qu'il recueille toutes les informations possibles et les transmette à l'armée continentale. C'était une opération à haut risque pour le jeune James. La punition pour les espions capturés était la mort. James ne pouvait porter aucun papier prouvant son identité, ce qui le protégeait, mais l'empêchait de vraiment s'expliquer en cas d'interrogatoire. L'armée britannique, pendant toute la guerre d'indépendance, n'était pas connue pour son humanité.
Beaucoup de soldats réguliers ont déserté à cause de leur traitement inhumain, changeant de camp pour se battre aux côtés du groupe hétéroclite de fermiers, de meuniers et de citadins qui composaient en grande partie les soldats de l'armée continentale. Si l'Empire était aussi impitoyable envers ses propres soldats, il y avait encore moins de chances qu'à maintenant qu'il fasse preuve de clémence envers un agent double, en particulier un homme noir. James accepta l'offre du marquis. Il aurait pu choisir de rejoindre l'armée britannique une fois en sécurité, une tentation qui, sans aucun doute, rongeait sa conscience chaque fois qu'il entendait parler de l'offre de liberté de l'Empire aux esclaves qui faisaient défection. Et un esclave comme James pouvait difficilement regarder les colonies américaines et leur toute nouvelle déclaration d'indépendance avec des yeux totalement émerveillés. Comment James pouvait-il choisir de servir un peuple qui proclamait la liberté et les droits inaliénables à grands traits de plume ? Tout en maintenant également le système d'esclavage qui le maintenait, lui ainsi que sa femme et ses jeunes enfants, dans cet état inhumain de servitude. James était confronté à un choix, servir les Britanniques et accepter une garantie de liberté entièrement fondée sur une déférence sans réserve envers la couronne, ou servir l'Amérique sans garantie de liberté, dont l'engagement philosophique semblait ignorer cruellement sa condition d'homme noir. Pourtant, vaciller ou se réfugier dans la lâche tranquillité de l'inaction n'était pas la voie de James. À ses yeux, il avait une mission à accomplir, et même si ni la couronne britannique ni l'armée continentale n'étaient entièrement dignes de confiance, son ami, le marquis de Lafayette, l'était. Il choisit de faire confiance à Lafayette, et en mars 1781, il devint le tout nouvel agent double de la Révolution américaine. Ironiquement peut-être, la première mission de James fut de mentir pour gagner la confiance des autres. Il traversa les lignes ennemies, se faisant passer pour un esclave en fuite afin d'entrer dans le camp britannique. Les soldats réguliers soupçonnaient-ils James lors de leur première rencontre ? Sans doute, beaucoup en avaient. Pourtant, l'Empire avait besoin d'hommes, et la garantie d'affranchissement du gouverneur royal a probablement poussé de nombreux généraux britanniques à écarter la possibilité qu'un esclave noir travaille pour la rébellion. De plus, les circonstances de la guerre faisèrent de James une ressource trop précieuse pour être refusée. Pour les Britanniques, James représentait à bien des égards l'atout idéal. Sa vie en Virginie lui avait donné une connaissance quasi encyclopédique du terrain et des routes près de Williamsburg et Richmond. Une qualité essentielle pour l'Empire, qui peinait à combattre une force de guérilla défendant une patrie qu'elle connaissait intimement. Aux yeux des généraux de la couronne, James était la pièce manquante. Non seulement il était une source fiable d'informations pour mener des manœuvres et coordonner les mouvements de troupes, mais son passé d'esclave instruit et lettré faisait de lui le candidat idéal pour l'espionnage. Dans une tentative qui a sans doute valu à James de nombreux rires discrets en privé, les Britanniques ont envoyé James infiltrer le camp américain et recueillir des informations clés sur les mouvements américains, les lignes d'approvisionnement et les futures opérations militaires. James a monté l'arnaque parfaite. En tant qu'esclave instruit, il représentait ce que beaucoup considéraient comme des personnes invisibles dans la bonne société. Les esclaves qui servaient à la nourriture transmettaient des messages et assistaient aux réunions américaines et britanniques, restaient ignorés malgré leur présence constante. À bien des égards, ces personnes étaient celles qui avaient la vision la plus précise de l'état réel du renseignement lors de ces réunions. James assistait aux réunions britanniques, attentif, notant soigneusement les informations à rapporter aux patriotes. Lorsque l'Empire l'a renvoyé au camp américain, le supposant être un espion, ce qu'il était, il faut bien l'admettre, il communiquait tout ce qu'il avait appris au marquis et aux autres officiers, qui à leur tour lui fournissaient un sort de fausses informations à rapporter à la couronne. Loin d'être un simple domestique, comme il l'avait été dans sa vie passée sous William Armistead, les talents de James l'avaient en fait passer de la corvée d'eau et des simples courses au rôle de courrier pour les hauts gradés britanniques, notamment Benedict Arnold et le général Charles Cornwallis lui-même. Cornwallis, un aristocrate britannique qui avait rejoint l'armée de Sa Majesté pendant la guerre de 7 ans en 1757, était un acteur majeur de la campagne britannique en Amérique du Nord. Cornwallis ayant mené la couronne à une victoire décisive sur les forces patriotes lors de la bataille de Camden, son passé dans la haute société anglaise l'amenait à entretenir une vision typique de l'époque sur la séparation des races,
une vision qui s'avérerait décisive dans sa carrière d'après-guerre en tant que général des forces de l'Empire en Inde. Les convictions de Cornwallis sur la séparation raciale faisaient de lui une cible facile pour un espion noir comme James. Il n'aurait eu aucune difficulté à pratiquer l'art de l'homme invisible auprès d'un général qui considérait à peine ceux de sa couleur de peau comme dignes d'attention. À bien des égards, la prétendue invisibilité de James était ce qui lui a permis d'obtenir un tel succès, et ce succès ne se limitait pas à bâtir sa réputation personnelle en tant qu'espion compétent. Le travail de James a directement offert à l'armée continentale sans doute sa victoire majeure, la plus cruciale sur le plan militaire, une victoire contre l'armée britannique à Yorktown. Grâce à sa pratique minutieuse de l'espionnage ciblé, James a découvert des informations inestimables à rapporter aux lignes des Patriotes. En août 1781, James a découvert que les troupes de Cornwallis prévoyaient de se déplacer de Portsmouth vers la ville voisine de Yorktown. Un déplacement que le général jugeait utile pour que les soldats réguliers reçoivent renforts et provisions via les lignes d'approvisionnement de la baie de Chesapeake proche. Le général comptait probablement sur l'espoir du secret, ainsi que sur des renforts le long de la côte est américaine, pour permettre à la manœuvre d'être réalisée avec peu d'opposition de la part des rebelles. Un faux espoir que James s'efforçait de maintenir dans l'esprit de Cornwallis. Par excès de confiance, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant, Cornwallis ne prêta pas attention à l'homme invisible dans la pièce. James transmit l'information du déplacement vers Yorktown au marquis. Par la suite, la marine française bloqua la baie de Chesapeake, coupant tout espoir de secours britannique par la mer. Alors que les Français s'attaquaient à la ligne d'approvisionnement, l'armée continentale attaqua la position de Cornwallis à Yorktown. Par des routes terrestres, ils creusèrent des tranchées à moins de 900 mètres des lignes britanniques et lancèrent d'énormes barrages d'artillerie. Avec plusieurs attaques terrestres sous le commandement du marquis de Lafayette et d'un jeune colonel patriote nommé Alexander Hamilton. Le siège de Yorktown, qui commença le 9 octobre, rendit les soldats réguliers incapables de manœuvrer vers des positions plus favorables ou de recevoir des renforts de New York. Cornwallis se rendit moins d'un mois plus tard, bien que sa fierté aristocratique l'ait poussé à envoyer un représentant à la cérémonie officielle de reddition. L'opération à Yorktown fut le tournant décisif dont l'armée continentale avait besoin pour achever la guerre. Avec la reddition de Cornwallis et la perte d'un tiers de ses effectifs, la couronne perdit la volonté de se battre. La guerre prit officiellement fin avec le traité de Paris en 1783. Pourtant, peut-être que peu de ceux qui ont signé le traité, ou même peu de ceux qui ont participé à la bataille de Yorktown elle-même, comprenèrent le rôle qu'un esclave noir en particulier avait joué dans la victoire de l'armée de Washington en octobre. Sans les renseignements divulgués par James, l'occasion de piéger les forces britanniques à Yorktown aurait très bien pu échapper aux patriotes. Ainsi, le travail d'espionnage magistral de l'esclave a permis à la marine française de couper les renforts de la couronne juste à temps. Pour sa part, Cornwallis n'a probablement jamais su à quel point son serviteur avait contribué à provoquer sa défaite humiliante en Virginie. Cependant, les archives rapportent un cas où Cornwallis a croisé James en uniforme américain lors d'une visite au marquis pour régler les conditions de la reddition. Le général aurait plaisanté en disant « Ah, coquin, tu m'as donc joué un tour pendant tout ce temps. » James, né dans l'esclavage mais doté d'une volonté indomptable et d'une intelligence et d'une astuce hors du commun, avait réussi à déjouer l'un des généraux les plus éminents de la plus puissante armée de la planète. C'est cette qualité qui avait poussé le marquis à faire confiance à James toutes ces années auparavant, alors qu'il n'était guère plus qu'un esclave instruit et un domestique. Aujourd'hui, il était un héros américain, qui avait servi son pays avec honneur, affronté plus que sa part de danger, et était devenu un ami de toujours de l'une des figures les plus importantes de la Révolution américaine. Bien que la réalité de la division raciale et de la politique de l'époque ait sans doute pesé lourdement sur les épaules de James, l'espion avait vu une opportunité dans ce que beaucoup auraient considéré comme un lourd fardeau. Les croyances séparatistes et suprémacistes raciales, partagées par de nombreux aristocrates britanniques et même par de nombreux colons américains, étaient un sujet de commentaires et de préoccupation pour beaucoup à l'époque, en particulier pour ceux qui critiquaient l'institution de l'esclavage.
Pourtant, il a fallu des hommes d'action comme James et le marquis de Lafayette pour comprendre que la rhétorique déshumanisante des hauts gradés de la couronne représentait une source d'avantages inestimables pour l'armée continentale. James, en plus de ne porter aucun papier d'identité, ne portait presque jamais d'arme à feu, estimant que le danger d'être surpris armé, alors qu'il se faisait passer pour un domestique, éveillerait les soupçons. Il travaillait presque toujours sous le déguisement d'un domestique, sauf lorsqu'il se trouvait parmi les lignes américaines, comme lors de la rencontre avec Cornwallis. Pourtant, les résultats de son travail, replacés dans le contexte de l'élan de la guerre d'indépendance, se classent en importance juste après les actes les plus marquants de Paul Revere, Samuel Adams et John Hancock. Dans un monde de penseurs qui menaient leur combat avec des mots, des déclarations et de grands discours, James Armistead était un penseur d'un autre genre. Sans sa manière particulière d'agir avec réflexion, mesure et détermination, les ambitions rhétoriques et politiques de ses homologues plus célèbres n'auraient jamais pu aboutir. Alors qu'est-il arrivé à James Armistead après la fin de la guerre d'indépendance ? Vous pourriez penser que lorsque James a quitté l'armée continentale, il était un héros de la nouvelle nation, et qu'il a sûrement pris sa retraite pour profiter d'une vie de liberté bien méritée. Après tout, il avait tout risqué pour son pays. Selon toute norme raisonnable, il méritait sa liberté ainsi que la gratitude de la nation pour laquelle il avait œuvré sans relâche des années afin d'obtenir la liberté. Et il est probable que son maître, William Armistead, aurait libéré James si cela avait été en son pouvoir. Mais la triste vérité, c'est que ce n'était pas le cas. James ne pouvait pas être libéré, et il est resté esclave plusieurs années. La raison de cette situation déplorable, comme c'est souvent le cas à l'époque et encore aujourd'hui dans les situations de misère humaine, résidait dans la réglementation gouvernementale. Depuis 1723, la Virginie avait une loi selon laquelle les propriétaires d'esclaves n'avaient pas la possibilité de simplement affranchir leurs esclaves. Une telle liberté, disait la loi, ne pouvait être accordée sous aucun prétexte, sauf pour des services méritoires devant être jugés et approuvés par le gouverneur et le conseil. En 1782, la Virginie a adopté une loi permettant la liberté des esclaves noirs ayant servi comme soldats pendant la Révolution, considérant que le service militaire était suffisamment méritoire pour mériter le droit à sa propre personne. Mais l'esprit de la loi a été supplanté par la lettre. James n'était pas un soldat. Bien qu'il ait servi dans l'armée continentale, James était un espion, quelqu'un qui ne portait jamais d'armes et qui n'avait presque jamais porté l'uniforme, pour des raisons évidentes. De façon exaspérante, la lettre de la loi a prévalu. Ainsi, ce n'est pas le patriote William Armistead qui a déterminé le sort de James, mais les laborieuses manœuvres de l'Assemblée législative de l'État de Virginie qui ont décidé si l'espion qui a aidé à sauver la Révolution américaine remplissait les critères pour obtenir l'affranchissement. Le processus a duré 5 longues années, pendant lesquelles James a continué à servir William dans sa fonction précédente de domestique. L'épreuve a sans doute brisé le cœur du maître comme de l'esclave chaque jour où James restait privé de liberté. Bien que de nombreux esclaves à la fin du XVIIIe siècle soient restés des années en servitude à cause de l'entêtement de maîtres cruels qui ne voulaient pas perdre la valeur de leur travail. William a activement exhorté l'Assemblée de Virginie à libérer James et a soutenu le désir de liberté de ce dernier. Bien que William ait siégé à la Chambre des délégués de Virginie pendant une partie de la servitude de James, la situation a stagné. L'esprit bureaucratique, loin d'assurer l'émancipation de ce héros patriote, avait créé une situation où un maître souhaitait affranchir son esclave, mais s'est vu dire par l'État qu'aucune exception ne pouvait être faite. Pourtant, comme cela s'était produit tant de fois dans la vie de James, l'espoir renaissait toujours d'ailleurs. Le marquis de Lafayette, sans doute le seul allié de James dont l'influence était suffisante pour pousser l'Assemblée à agir, était indigné. Sa haine pour l'institution de l'esclavage ne fit que s'enflammer davantage en apprenant que le gouvernement américain nouvellement libre refusait d'accorder cette liberté à un homme qu'il considérait à la fois comme un combattant et un ami. Dans une note adressée à l'Assemblée en 1784, le marquis exposa les arguments en faveur de l'affranchissement de son ami. Ceci est pour certifier que le porteur,
nommé James, m'a rendu des services essentiels pendant que j'avais l'honneur de commander dans son état. Ces renseignements provenant du camp ennemi ont été recueillis avec diligence et transmis fidèlement. Il a parfaitement accompli plusieurs missions importantes que je lui ai confiées et me semble mériter toutes les récompenses que sa situation lui permet de recevoir. L'éloge d'un général de si haut rang a accéléré un processus qui, autrement, aurait pu traîner pendant le reste de la vie de James. En janvier 1787, le gouverneur de Virginie a signé la pétition garantissant la liberté de James. La législature a indemnisé William Armistead à hauteur de 250 livres britanniques pour la perte de son esclave, une somme qui vaudrait aujourd'hui plus de 20 000 $. Après des décennies passées en esclavage, dont de nombreuses années en tant que mari et père, et plusieurs autres comme agent patriote derrière les lignes ennemies, risquant la mort chaque jour, James Armistead était enfin et véritablement libre. Armistead s'est installé dans l'est de la Virginie, près de la ferme de William Armistead à New Kent. Il allait vivre une vie heureuse avec sa femme et ses enfants pendant les 4 décennies suivantes, et malgré son propre passé, il en viendrait à posséder lui-même plusieurs esclaves. Bien que la vie à la ferme en Virginie fût sans doute moins palpitante que l'exaltation de travailler comme agent double. Au nom d'une nation rebelle en guerre, James n'oublia jamais son passé, ni le rôle qu'il avait joué dans l'obtention de l'indépendance américaine. En 1824, il retrouva son frère d'armes de la guerre d'indépendance, le marquis de Lafayette, lorsque le général visita Yorktown lors d'une tournée à travers les États-Unis. James fut si inspiré par la gentillesse que le marquis lui montra jeune homme. Son commandement magistral pendant la Révolution et son dévouement sans faille à assurer la liberté de son ami après la guerre, qu'il prit le nom de Lafayette en l'honneur du général français. James Armistead. Lafayette, comme il serait désormais connu, vécut le reste de ses jours dans une paix et une prospérité relative, vivant grâce à une pension obtenue pour ses services pendant la guerre et devenant un riche propriétaire terrien dans la région, acquérant la ferme de 40 acres que les esclaves affranchis, des décennies plus tard, considéreraient comme le signe d'une véritable réussite financière. En 1832, James est décédé, entouré de ses proches, à l'âge de 72 ans. Malgré plusieurs plaques historiques commémorant sa vie et son service, son lieu de repos final demeure inconnu à ce jour. Certains pourraient être tentés de rejeter bon nombre des déclarations de James en faveur de la cause de la liberté, compte tenu de son choix ultérieur de posséder des esclaves, tout comme ils le font avec Washington et d'autres figures de l'époque révolutionnaire. Pour quelqu'un comme James, qui avait enduré un racisme indicible et de nombreuses épreuves dans son combat pour la jeune nation, et qui pourtant a persévéré à travers tout cela pour finalement gagner sa liberté, posséder des esclaves. Beaucoup d'auditeurs modernes considéreraient cela comme un signe qu'il n'était tout simplement pas aussi moral qu'il le paraissait, ou comme cela a été avancé. Ce serait une erreur. Si l'on examine le fond de sa vie et de ses réalisations, la vie de James présente en fait une réalité morale bien plus probable et bien plus inconfortable. Si des hommes de la stature et du caractère moral de James et de Washington possédaient tant des esclaves, c'est bien plus probable. C'est un indicateur que même les personnages les plus moraux du passé de la nation n'ont pas été capables de dépasser complètement leurs préjugés culturels et leurs angles morts. Et une indication que s'ils n'ont pas réussi à le faire, peut-être devrions-nous aborder cette réalité non pas avec du mépris, mais avec l'humilité de réaliser que notre propre morale moderne, soi-disant transcendante, pourrait contenir des angles morts similaires. L'histoire de la Révolution américaine, en plus d'être le tournant historique qui allait former les bases politiques et philosophiques des États-Unis, est une histoire qui contient en elle des milliers de récits plus petits, souvent oubliés, de vaillance, d'ingéniosité et du courage moral extraordinaire de personnes pour la plupart ordinaires. James Armistead Lafayette est l'une de ces histoires. Né dans un monde de préjugés, de servitude et de haine raciale, James a constamment fait le choix de voir les difficultés qui s'accumulaient contre lui comme des opportunités et non comme des obstacles. Son choix de rejoindre l'armée continentale, qui peut sembler aujourd'hui être le choix héroïque évident avec le recul, aurait pourtant pu prendre de nombreuses autres directions. Le marquis ne lui a jamais promis sa liberté en échange de son service fidèle. James devait faire confiance à la Providence et à sa propre amitié avec le marquis,
pour que tout se termine avec justice à la fin. C'est cette confiance associée à son attachement indéfectible à la liberté qui a poussé James vers une carrière dont la plupart des personnes nées dans sa condition n'auraient limite pu que rêver. Son histoire de réussite au milieu de la servitude et sa volonté de surmonter les nombreux obstacles placés sur sa route incarnent l'esprit de la révolution qu'il a contribué à sauver. James n'était ni homme d'État, ni orateur, ni philosophe. Il a laissé peu d'écrits, à part sa propre pétition pour l'affranchissement. Pourtant, sa marque n'était pas celle de discours enflammés, mais d'objectifs accomplis et de l'exécution fidèle de ses devoirs pour faire avancer la cause de l'indépendance américaine à chaque rapport de renseignement et mission d'espionnage qu'il entreprenait. Son ami le marquis de Lafayette a dit un jour qu'il n'avait jamais vu un homme aussi superbe que le général Washington après la bataille de Monmouth. Pourtant, s'il avait été interrogé, il aurait sans doute reconnu que le reflet de cette grandeur pouvait se retrouver de la même manière sur le visage de son ami, l'esclave affranchi et agent double de Virginie, James Armistead Lafayette. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce reportage sur James Armistead Lafayette. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Un grand merci à Kinnearath Publishing et à l'auteur Isaac Willauer. Consultez leur travail dans la description ci-dessous. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous êtes abonné avec les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Si vous avez des suggestions, laissez-les ci-dessous. On se retrouve dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.